J'aime pas les mots carrière. Parce qu'au cinéma, on fait pas des carrières, on fait des films. Et les carrières s'organisent d'une certaine manière. Au cinéma, on fait un film, ça marche, un autre, ça ne marche pas, on disparaît possible. Non, ce qui est essentiel pour moi, c'est quand je suis sorti de l'IDEC, l'école du cinéma à Paris, ils m'ont fait faire un premier stage auprès de Claude Pinoteau, qui était un grand premier assistant à l'époque, qui est devenu metteur en scène par la suite. Et très vite, j'ai fait un film dans lequel il y avait Simone Signoret. Et on m'avait chargé de m'occuper de Simone Signoret, de ses problèmes comme star du cinéma. J'ai connu mon temps comme ça, et m'ont invité d'aller à la campagne pour compléter une équipe de volleyball. Et comme ça, je suis tout près de... Voilà. Ces rencontres-là étaient déterminantes, je pense. D'abord, pour faire des films, et ensuite, pour une sorte d'apprentissage de la France et de l'esprit français, et même, je dirais, de la politique française. Moi, je suis parti de la Grèce. Je ne suis pas parti de la Grèce, j'ai fui la Grèce à l'époque. Le seul pays où je pouvais aller, c'était la France. On apprenait un peu le français à l'école, mais pas beaucoup. Et puis, ce qui était formidable pour la France, c'est que quand on ouvrait des livres, on disait telle statue, telle peinture, Louvre, Paris. C'était magique. Et puis, alors, j'ai appris aussi que les études en France étaient gratuites. Et qu'il y avait des aides pour les étudiants, pour vivre, pour le restaurant, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais aller en France. J'ai travaillé pendant 1 an et j'ai pu aller en France. Et c'est vrai que le choix a été essentiel. J'ai rencontré les gens, j'ai pu faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce que je peux aujourd'hui vous parler, c'est grâce à la France, grâce à mon apprentissage, qu'il était un apprentissage d'abord du cinéma, bien sûr, de l'écriture, de la littérature, des arts, mais aussi de la vie et de la politique, comme je disais. C'est-à-dire que comment on réfléchit sur les problèmes humains, qui est la politique, et les autres problèmes humains, des sentimentaux, etc. Et j'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène importants en France. Et j'ai vu comment ils travaillaient, les metteurs en scène. Chacun avec son autorité, avec certains avec beaucoup d'autorité. Je travaillais un peu avec Louzeau, très peu, mais enfin, il avait beaucoup d'autorité. Avec Clément, qui était très gentil, etc. Avec René Clair, qui était aussi très gentil avec les acteurs. Et puis avec Jacques Demy. J'ai vu qu'avec Demy, Jacques créait une relation très proche des acteurs. Et j'ai compris très vite que le collaborateur essentiel du metteur en scène, est naturellement le scénariste ou le co-scénariste, et puis c'est l'acteur. Parce que l'acteur transporte l'histoire avec son talent, avec sa façon de faire, au spectateur, à moi, à vous, à nous tous. On me dit souvent que tu diriges bien les acteurs. Moi, je ne dirige pas les acteurs. On collabore avec les acteurs. Bon, mais ils sont comme des... Vous savez, je dis souvent, c'est comme des instruments de musique. Et puis, il y a les acteurs Stradivarius, puis il y a bien des acteurs au tambour, il faut taper dessus pour pas taper physiquement, mais parler beaucoup pour le faire réagir. Mais il faut au départ connaître qui sont ces acteurs, qu'est-ce qu'ils savent faire et peuvent faire. Et je suis tombé sur ces livres, qui s'appelaient Compartiment tueur, qui voulait dire à l'époque, parce que dans le train, il y avait des compartiments fumeurs. Et d'abord, le titre avait changé, Compartiment tueur. Donc ça m'a intéressé. Et j'ai découvert d'abord une écriture formidable, comme un très excellent français, et avait des personnages qui m'intéressaient énormément. Alors j'ai fait les scénarios, j'écris à la main. Et j'ai donné à une amie secrétaire au studio de Boulogne, que je connaissais bien, de le taper pour que je puisse le réviser, voir comment c'était. Elle l'a tapé, et me l'a donné, mais elle l'a donné aussi au directeur du studio, parce qu'elle aimait beaucoup le scénario. Le directeur du studio m'appelle, m'envoie un télégramme, à l'époque il y avait des télégrammes, et il me dit, je vais vous voir parce que j'ai lu votre scénario. Je l'ai vu, je lui ai dit, mais vous savez, moi je n'ai pas fait pour faire un film, je l'ai fait comme il me dit, mais vous êtes fou, c'est un très beau scénario, on peut faire un film. Alors si vous le faites un film, qui vous voulez comme acteur? J'étais entré dans un processus auquel je ne m'attendais pas, et je commençais à lui donner des noms, peut-être pour les jeunes, Perrin. Pour un des personnages tués, c'est Piccoli. C'est des gens que je connaissais bien, je commençais à dire des noms. Et il me dit, pour la jeune fille, à côté de Perrin, je n'avais pas pensé, j'ai dit, je connaissais bien la fille de Simone Signoret et la famille Montand-Signoret. J'ai dit, écoutez, on peut demander à Catherine. Et j'en parle à Simone, elle me dit, je vais lire le scénario. Elle a lu le scénario, elle me dit, écoute, pour Catherine, on attend d'abord d'avoir son baccalauréat. Alors, si tu veux, moi, je peux te faire ce qu'il appelait la vieille actrice dans le film. J'étais stupéfait. Et là, Simon Montand me dit donc, il paraît que tu as écrit un bon scénario, il n'y a pas un rôle pour moi. Je dis, Yves, choisis. Voilà. Et on est entré dans un processus avec la terreur. Et si le film ne marche pas, avec tous ces noms connus, je disparaissais complètement.
Et voilà, le film, heureusement, a marché. Il a fait une carrière en Amérique. Bref, le film, c'était un beau succès. Et j'ai pu continuer, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on tourne beaucoup parce qu'on a le numérique. Mais à l'époque, en plus, on avait le film qui était très cher. Donc, il fallait tout prévoir. Donc, il faut prévoir le montage. Et les montages, on finit par écrire le film parce que c'est la période de la finition. C'est une continuité de différents plaisirs et différentes tensions énormes. C'est ça aussi qui est intéressant. Peut-être la plus calme, c'est le scénario, parce qu'on écrit, on se dit, voilà, si je ne m'en sors pas, je m'arrête. Et ça ne va pas coûter très cher, et bon, c'est que du temps. Voilà. Mais c'est quand même, c'est pour ça que je dis que un film, c'est une passion. Et les moments les plus terribles, c'est la sortie du film. Voilà. Le cinéma peut entrer avec de la distance, et au plus avec une sorte de réflexion directe sur les personnes, et comment elles agissent. Mais le pouvoir, ce n'est pas que le pouvoir politique. Les pouvoirs, nous avons tous du pouvoir. Vous avez une équipe, vous avez du pouvoir sur l'équipe. Et au-dessus de nous, il y a un autre pouvoir. Et au-dessus de ce pouvoir, il y a un autre pouvoir, et comme ça, il y a toute la pyramide du pouvoir. Et l'exercice de ce pouvoir quotidien fait que nous avons une bonne vie ou une mauvaise vie, ou une vie lamentable. Voilà. Donc, tous ces pouvoirs m'intéressent, et comment chacun de nous l'utilise, ce pouvoir, c'est ça. On a la liberté, évidemment, de raconter ce qu'on veut, de l'écrire, en tout cas. Mais on n'a pas automatiquement la liberté de le présenter au monde, parce que là, l'argent intervient. L'argent et puis la liberté des autres, de le faire ou de ne pas faire, de l'accepter ou de ne pas l'accepter. De toute façon, la liberté ne peut pas être totale. La liberté s'arrête, comme on dit, là où commence la liberté de l'autre, n'est-ce pas? C'est une grande vérité, mais on n'y pense pas souvent. Mais c'est vrai que quand on arrive à un certain point, on a beaucoup plus de liberté qu'avant. Mais pas pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Il m'est arrivé de ne pas faire des scénarios qui n'ont pas été faits, 2 ou 3 qui n'ont pas été faits parce qu'on n'avait pas trouvé l'argent. Voilà. Depuis quelque temps, il y a la révolution numérique, il n'y a plus de vie privée, il peut ne plus avoir de privé. Et puis l'argent. Puis l'argent qui est devenu une vraie révolution. Et aussi l'envie d'être, une envie permanente de célébrité. Fait d'être présent partout, d'être quelqu'un, etc. Tout ça, c'est secondaire, mais enfin, ça change profondément l'être humain, je trouve. Et ça, c'est le grand danger. Et je pense que c'est beaucoup dû à cette espèce de déferlement d'images qu'on a sans arrêt dans notre permanence. On perd le sens de la nature humaine, c'est que nous sommes. Voilà, c'est que nous pensons être, c'est que nous devions être. On peut voir les films à son téléphone. C'est absurde. J'ai vu les films hier soir, ici, dans un écran immense. Immense parce que c'est qu'on fait, c'est tout petit, c'est une petite photo comme ça, toute petite, et ça devient énorme. Et cette magie-là se perd, naturellement au téléphone, se perd même à la télévision. Et puis les conditions qu'on peut avoir dans la télévision, on est seul ou avec la famille, et puis on se lève, on change, on boit, on a ses pantoufles, fait tout ça, fait que c'est des conditions un tout petit peu, je dirais, pas favorables au film, pas favorables à l'œuvre, parce qu'il faut penser à l'œuvre. Voilà. La magie d'un film, c'est de s'asseoir dans un fauteuil comme ça, avoir l'écran, la lumière s'éteint, avec d'autres personnes, la lumière s'éteint et commence au monde. Un univers inconnu que quelqu'un a créé, ou quelqu'un ou quelques-uns ont créé. Voilà. Et là, on est dans l'univers et on vit avec eux pendant 1h30, 2 heures, on fait ce temps-là. Voilà. Ça, c'est formidable. Bon anniversaire, 75e, je pense, du Festival de Locarno, qui est un des festivals les plus mystérieux pour moi et les plus étonnants depuis que j'étais primé à ce festival. Et merci beaucoup.